En fonction du contexte, l'entraînement à l'échec est probablement une très bonne stratégie. Il y a un peu cette dichotomie, cette binarité où les gens c'est en mode oui, soit je vais à l'échec, soit je vais pas à l'échec du tout. Est-ce qu'au final, avec un volume qui n'est pas équivalent, est-ce qu'on peut avoir les mêmes gains en allant à l'échec ou pas ? Si on va à l'échec, on maximise l'intensité d'un signal, mais derrière il faut adapter le volume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des études où le volume était toujours matché entre les groupes. Alors ça dépend comment on définit l'échec, parce que suivant les études c'est pas défini de la même façon. Toi, tu me poses la question de qu'est-ce que je pense de l'échec, mais est-ce que réellement ils sont à l'échec en fait ? Ok, on est live, bienvenue sur le premier épisode du Move More podcast. Bon, en vérité, c'est pas vraiment le premier épisode, je suis avec mon ami Rémi Rivet. Salut Rémi. Salut Alexis, Ah ouais, on c'est... est enfin de retour. Ouais, depuis le temps, c'est clair, parce que, comme je disais, c'est pas le premier épisode du podcast, parce que à l'époque, on avait déjà le podcast il y a bien longtemps, il y a presque 2 ans, je sais plus. Qu'on avait le podcast et ça s'est arrêté parce que je suis parti vivre un petit moment au Canada et puis après avec le décalage horaire etc on a dû se donner un peu des excuses. Je sais pas, mais on a bloqué un peu, enfin on a arrêté un peu le podcast et puis depuis l'eau a coulé sous les ponts et on s'est dit qu'on allait reprendre, mais que le jour où on allait reprendre il fallait que ce soit dans les règles de l'art et en format vidéo aussi, pas que format audio. Donc je sais pas si tu nous écoutes sur le format audio, si t'es sur YouTube, mais en tout cas n'hésite pas à aller voir sur YouTube, je pense que c'est quand même mieux le format vidéo. On a beaucoup travaillé pour que ça rende le mieux possible. D'ailleurs on vient à peine de commencer, on est déjà fatigué tellement c'est compliqué de tout gérer. Ok, donc pour ce premier épisode on va parler de sujets assez croustillants en ce moment, je pense. T'en parles tout le temps sur les réseaux. Donc. J'en parle pas tout le temps, mais c'est vrai que quand il y a des nouveaux trucs sur le sujet, j'aime bien réagir dessus parce que c'est un sujet qui fait débat. Donc on va parler d'entraînement à l'échec pour différents aspects. Donc tu veux commencer par quoi ? Déjà juste essayer de recadrer et donner le contexte parce que moi récemment j'en avais parlé sur les réseaux sur l'entraînement à l'échec, mais plus dans l'activité, donc en course à pied, dans les sports plutôt d'endurance. Et moi j'étais assez contre l'idée d'aller à l'échec. Mais là, voilà, je voulais recadrer et parler spécifiquement de la préparation physique et de, en gros, tout ce qui entoure, ce qui est musculation, etc. Et vraiment recadrer et essayer de comprendre que, en fait, en fonction du contexte, l'entraînement à l'échec est probablement une très bonne stratégie. Ou, dans le cadre de la préparation spécifique dans les sports ou quoi, là, par contre, ça peut être négatif pour diverses raisons, quoi. Mais en tout cas, peut-être on va commencer par rapport à l'hypertrophie parce que c'est un sujet que tu apprécies et puis qui est hyper intéressant par rapport à l'entraînement à l'échec. Mais l'entraînement à l'échec pour développer l'hypertrophie, c'est une stratégie qui potentiellement est optimale. Ouais, alors l'entraînement à l'échec pour l'hypertrophie, c'est comme d'habitude en fait. Il y a un peu cette dichotomie, cette binarité où les gens c'est en mode oui, soit je vais à l'échec, soit je vais pas à l'échec du tout. Encore une fois, comme tu l'as dit, je pense que c'est une question de contexte. Et ce qui est hyper intéressant justement au moment où on tourne ce podcast, c'est qu'il y a une nouvelle étude là, avec une méta-régression qui est sortie là au mois de mai 2023 là, qui reprend beaucoup de données de plusieurs dizaines d'études. Et qui regardait justement les effets de la proximité à l'échec, donc l'entraînement à l'échec, mais aussi en fonction des répétitions en réserve qu'on se donne. Donc rappel rapidement. Juste pour rappeler rapidement, quand on parle d'entraînement à l'échec, c'est quand, en tout cas, pour le travail de force maximale et d'hypertrophie, on suppose qu'on n'est pas dans une activité, je sais pas, course à pied, etc. On n'est pas dans une activité sportive, on est sur un travail de préparation physique en salle, donc avec des mouvements quels qu'ils soient, mono-articulaires, polyarticulaires, squat, deadlift, développé couché, les variantes, j'en sais rien, des leg extensions, peu importe le mouvement. Et on s'intéresse à l'entraînement à l'échec pour l'hypertrophie et la force maximale en se disant si je vais à l'échec, c'est que je vais jusqu'à... Alors ça dépend comment on définit l'échec, encore une fois. Parce que suivant les études, c'est pas défini de la même façon. Mais voilà, supposons que arriver à l'échec, c'est quand on n'arrive plus à effectuer la tâche qui est demandée. Donc par exemple, je fais un squat. Alors encore une fois, on aura l'occasion de nuancer, mais ça va dépendre des exercices. Mais si je fais un leg extension et que j'arrive plus à faire une répétition supplémentaire, on va dire que je suis à l'échec.
et cette notion de répétition en réserve. En fait, justement, ça va être une quantification subjective où je vais, moi, estimer, ah tiens, quand je termine ma série, j'aurais pu en faire 1, 2, 3, 4 de plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle les répétitions en réserve. Donc ça, c'était juste un petit rappel parce que justement, dans les études, c'est ce dont il est sujet. Après, ils utilisent aussi généralement, ils utilisent soit les RER, donc les répétitions en réserve, ou soit les RPE, qui est une échelle perceptive de l'effort. Mais au final, ces deux paramètres-là, ils sont assez similaires parce que quand on est un RPE 8, donc 8 sur 10, on est un RER 2. Si on est un RER 3, on est RPE 7. Donc en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que sur la méta-régression, ils ont pu cultiver une grosse masse de données, c'est qu'au final, quand on utilise soit les RER ou soit les RPE, on est capable d'avoir les mêmes informations. Je pense que ça peut être pas mal de rappeler ce que c'est que les RPE. C'est peut-être que tout le monde n'est pas... Vas-y, je te laisse. Ok, RPE, je crois que ça veut dire Rating of Perceived Exertion. Ouais, c'est ça. Donc c'est une échelle d'effort perçu. Si on fait les choses simples, alors après on peut toujours aller dans les détails et complexifier, mais on va rester là-dessus. C'est une échelle d'effort perçu. Alors je crois que l'échelle de Borg, c'est ça. L'échelle de Borg, elle est sur 20, il me semble, ou 15. Non, elle est sur 20. C'est de 6 à 20, je crois. Mais l'avantage du RPE, c'est que généralement, tu peux l'étendre sur plein de domaines différents. Et du coup, c'est une échelle que tu peux transférer sur plein de domaines. Alors que les RER, répétition en réserve, c'est typiquement pour l'entraînement, soit de force, d'hypertrophie ou de développement de la puissance, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, le RPE. Alors, je crois qu'il y avait 2 échelles. Il y a celle de 6 à 20, qui n'a pas les mêmes origines, si on disait l'échelle de Borg. Et sinon, il y a l'échelle de 0 à 10. Bon, c'est plus facile de se représenter une échelle de 0 à 10 que de 6 à 20. Mais du coup, ouais, c'est vrai que comme tu dis, les reps en réserve, c'est vraiment que pour le travail en salle sur des mouvements où on fait des répétitions d'un même mouvement. Alors que le RPE, tu peux évidemment l'estimer, quelle que soit l'activité, que tu sois sur un vélo, en natation, n'importe quoi. Du coup, voilà, donc les reps en réserve, il y a une relation en fait entre le nombre de répétitions en réserve qu'on va se laisser et l'hypertrophie. On va revenir après sur d'autres qualités, mais justement dans cette méta-régression qui est sortie, on pourrait éventuellement mettre le lien ou mettre les graphiques correspondants, mais ils ont trouvé que justement il y a une non-linéarité dans la relation, c'est-à-dire que tu as quand même si tu as que quelques reps en réserve en fin de série, si tu te dis ok, j'ai 3 reps en réserve en terminant ma série, tu auras quand même des gains d'hypertrophie, mais il y a une non-linéarité. Il me semble que c'était autour de 1 rep ou 2 reps en réserve, où justement là ça casse la linéaire et le gain est vraiment meilleur si on va à l'échec ou qu'on en est vraiment très proche et qu'on est à 1 rep en réserve. Donc pour l'hypertrophie en tout cas, il semble que ce soit vraiment intéressant d'aller à l'échec. Après, encore une fois, on peut parler du contexte parce que ça ne veut pas dire que l'étude elle a trouvé qu'on a des meilleurs gains d'hypertrophie en allant à l'échec, donc il faut aller tout le temps à l'échec. Ça va dépendre du contexte, des phases dans la programmation de l'entraînement, etc. Parce qu'encore une fois, si on va à l'échec, on maximise l'intensité d'un signal, mais derrière, il faut adapter le volume parce que tu peux pas... voilà, là pour le coup, c'est l'argument des gens qui sont contre l'échec. Ouais, en fait, de base, je crois que les recommandations, et moi, ça fait longtemps que j'avais pas regardé les papiers, mais en tout cas, sur les recommandations de Schoenfeld, généralement, c'était sur du RER 2 ou 3 pour l'hypertrophie. Et en gros, il y avait une relation entre la dose-réponse. C'est-à-dire qu'en gros, on suggérait la surcharge progressive avec des RER 2 et RER 3. Et d'ailleurs, la petite note par rapport à ça, mais sur la méta-régression, j'ai regardé hier, parce que je voulais quand même pas arriver sans l'avoir lu. Et en fait, ils ont fait un cluster de toutes les études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des études où le volume était toujours matché entre les groupes, soit le groupe échec ou soit le groupe RER 2 ou 3. Et du coup, après, ils ont regardé justement l'influence de l'échec ou la proximité à l'échec. Mais moi, et ça, j'ai pas vraiment de réponse, mais ce serait intéressant de savoir ce qui se passe, en tout cas sur l'hypertrophie, quand on matche pas les volumes et qu'on a un groupe qui va à l'échec sur un volume qui est moindre, donc un tonnage qui est moindre, par rapport à des gens qui sont sur du RER 2 ou 3, mais avec un volume plus important. Est-ce que la notion de dose-réponse est plus important que simplement le fait d'aller à l'échec, en fait ? Et je sais que ça, t'en avais déjà parlé sur les réseaux ou quoi, de dire que l'intensité du signal et le fait d'aller à l'échec pouvait être pouvait être une bonne chose à faire pour rechercher l'hypertrophie.
Mais je sais pas encore, et de toute façon, même le chercheur, hein, sur son papier, il a dit qu'il avait changé un petit peu son point de vue par rapport à l'échec, et que maintenant il avait tendance à dire qu'il fallait garder entre finalement 0 ou 2 répétitions en réserve, alors qu'avant c'était plutôt 2 ou 3 avec Schoenfeld. Donc là, la question, en tout cas, moi, quand j'ai lu ça, c'était de se dire, bah, est-ce qu'au final, avec un volume qui n'est pas équivalent, est-ce qu'on peut avoir les mêmes gains en allant à l'échec ou pas, quoi. Et ça. Oui, parce que dans la méta-régression, ils ont matché. Ouais, Ah, en je gros, crois qu'il y avait- ils ont pris tous les protocoles et ils ont dit, voilà, bah, par exemple, si je prends deux publics, donc 2 populations différentes, dans les protocoles expérimentaux, ils ont essayé de matcher les volumes, donc matcher le tonnage, pour pas qu'il y ait du coup le biais de se dire, bah, en fait, il y a juste un groupe qui en fait plus que l'autre. Par contre, ils ont juste changé la proximité à l'échec. Donc, Il me y en semble a- qu'ils avaient matché en fonction soit des séries, ils avaient fait plusieurs modèles matchés en fonction des séries ou en fonction des répétitions. Et aussi, je crois que c'était ça, hein, au niveau du volume. Tu sais, ils ont matché en fonction Possible, ouais. des séries, en fonction des répétitions. Il n'y avait pas les mêmes résultats en fonction. Mais ouais, donc c'était matché en fonction du volume. Ouais. Donc c'était à volume égal. Ouais, Mais donc, quasi ok, certain. donc c'est vrai donc il y a cette non-linéarité sur l'hypertrophie où c'est mieux d'aller à l'échec à volume égal par rapport Ah oui, oui, ouais, c'est ça. par rapport à De ce à que un j'ai même compris de la nombre méta. enfin un même tonnage. Mm. Pour rappel le tonnage, hein, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le tonnage c'est quand on multiplie la charge déplacée par les répétitions par le nombre de séries. Enfin en fait c'est voilà, si je fais par exemple je sais pas moi 5 séries de 5 à 100 kilos, bah je vais faire 5 fois 5 fois 100. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, le tonnage sera de donc 5 x 100, 500 et x 5, 2500. Donc sur une série de 5 x 5 à 100 kg, on aura un tonnage de 2500 kg. Donc si on match sur le tonnage, ça veut dire que... mais il me semble pas que c'était matché au tonnage, c'était matché aux séries, aux répétitions. Matché au volume, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans les perspectives. Mais il me semble que ça a été matché au Ouais, parce volume. que je crois que le tonnage, ils appellent ça le volume load. Ouais. Je crois que c'était plutôt matché aux séries, aux répétitions. Mais en tout cas, ouais, même en matchant au volume, donc on obtient de meilleurs gains d'hypertrophie lorsqu'on va à l'échec plutôt que quand on a les reps en réserve. Par contre, et c'est là que ça fait, je trouve, pas forcément sens, c'est que c'est compliqué d'aller se taper 4 ou 5 séries, admettons, sur un même exo à l'échec à chaque fois. C'est peut-être pas la meilleure idée. Et moi, justement, c'est là la nuance que j'apportais. Parce que, encore une fois, souvent sur les réseaux, c'est soit ah, moi je vais pas à l'échec, soit ah, oui, je suis pour l'échec, alors qu'il y a sûrement une nuance à faire. Et j'essayais de dire que si tu vas à l'échec, il faut réduire le volume. Et à l'inverse, si on veut adopter une stratégie où on est plus loin de l'échec et avec plus de reps en réserve, à ce moment-là, on peut augmenter les séries, le nombre de séries. Surtout, je dirais que c'est le nombre de séries qui est important, tu vois. Parce que, ah oui, ça aussi, un point qui est important, c'est que l'hypertrophie n'est pas forcément dépendante de la charge. C'est-à-dire que du moment que tu vas à l'échec, que tu fasses une série de... alors, évidemment, il faut qu'il y ait quand même un minimum. Si tu fais une série de 3 répétitions... Je pense il me semble que sous 70% d'un RM. Ouais. Enfin, 60 ou 65% d'un RM, ouais, ça commence à... Ah, mais ce que je veux dire, c'est que... Le rendement entre la quantité de répétitions que tu vas faire pour aller à l'échec est beaucoup moins intéressant, quoi. Oui, alors, on va aborder notre notion aussi, mais ce que je voulais dire, c'est que si tu fais une série à l'échec sur 3 reps, tu vas plus être sur la force max pour le coup, parce que Ouais. tu n'auras pas du tout passé assez de temps pour vraiment aller épuiser les fibres de type 2, donc les fibres les plus rapides et les plus grosses. Pareil, je pense qu'on peut rappeler cette notion d'unité motrice. Une unité motrice, c'est justement l'ensemble qui est constitué par un neurone moteur et toutes les fibres qu'il va innerver, et donc ça c'est les unités motrices. Et donc on a des unités motrices lentes, des unités motrices intermédiaires et des unités motrices rapides. Évidemment, celles qui ont le plus gros potentiel de développement pour l'hypertrophie, c'est les unités motrices les plus rapides, qui sont les plus nombreuses, mais qui ont aussi le plus de fibres. C'est-à-dire qu'un même motoneurone, neurone moteur, il aura plus de fibres sur une unité motrice rapide que sur une unité motrice lente. Donc je pense que c'est important de rappeler ça aussi, parce que justement quand on est sur des efforts lourds, c'est la loi de Henneman, hein, le principe de taille, des efforts lourds ou en tout cas
un effort plus léger, mais que on se rapproche de l'échec, le système nerveux n'aura pas d'autre choix que d'aller recruter les unités motrices les plus rapides, les plus grosses, les plus nombreuses, pour poursuivre l'effort. Un peu le corrélat, c'est un peu le... Et c'est pas bien, pas extrêmement connu par la communauté en règle générale que l'ordre de recrutement des unités motrices peut être aussi à l'inverse quand tu es sur des charges qui sont sous-maximales, c'est-à-dire d'abord tu vas recruter les fibres lentes et ensuite les rapides sur des conditions de fatigue extrême. Mais ça, ouais, généralement on l'a pas dans ce sens-là, quoi. Ouais, il y a cette notion de... Ça me fait penser à la notion de répétition effective Ouais. sur l'hypertrophie, parce que encore une fois, en fait, la littérature a montré avec le temps que tu peux faire autant d'hypertrophie si tu fais, admettons, une série de 20 reps que si tu fais une série de 8. Simplement, il y a cette notion de répétition effective où sur ta série de 20 reps, finalement, tu vas avoir toutes les premières reps où tu vas pas brasser de l'air, mais l'effort va être vachement plus simple que sur la série de 8 où dès la première répétition, tu sais que c'est compliqué. Supposons qu'on va à l'échec, 8 répétitions ou 20 répétitions. Si je vais à l'échec sur 8 répétitions, déjà, dès la première rep, je vais sentir que c'est plus compliqué que sur la série de 20, forcément. Donc, je vais recruter dès la première rep des unités motrices plus rapides, etc. Donc, je vais tout de suite déjà commencer à taper de l'effort, à induire de la fatigue. Et au bout de la 8e, j'ai tout épuisé. Alors que sur la série de 20, il va y avoir un certain nombre de répétitions, peut-être 10, 12. J'imagine ça va dépendre des gens, etc. Où je vais vraiment être sur des unités motrices lentes, de la fibre lente, et ne vont entrer en jeu les fibres, les unités motrices les plus rapides que vraiment sur les dernières répétitions, où là on va arriver à l'échec à la 20e. Et ce qui compte finalement, c'est d'aller épuiser, il semblerait, en tout cas les unités motrices les plus grosses, les plus rapides, quelle que soit la charge qu'on utilise. Simplement, Leur rendement, ouais. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rendement, c'est que je disais, bah, il y a quand même une zone, et ils disent entre 5 et 15, il me semble, un truc comme ça pour l'hypertrophie, donc une plage assez large, mais il y a une plage de répétition où le rendement est mieux simplement pour l'hypertrophie, quoi. Tu vas pas t'amuser à faire des séries de 50, voilà, aller à l'extrême un petit peu de l'hypothèse et se dire, bah, moi je vais faire des séries de 50 parce que de toute façon c'est pareil pour l'hypertrophie. Là, et je pense même en termes d'accumulation de fatigue, au global, c'est probablement moins intéressant que rester sur une plage un petit peu plus restreinte, quoi. ouais, c'est souvent ce qui se dit, la fameuse fourchette de 6 à 12. Ouais, 6 à 12 reps, bon, comme si en faisant une série de ouais. 5, on allait être force max 100%. Mais ouais, c'est un peu un continuum en fait d'adaptation. Évidemment, si tu fais des séries de 6 à l'échec, tu vas aussi développer ta force max en Hmm. partie. Euh, Ouais. Et ça d'ailleurs par rapport à la force max, on pourrait se dire bah au final sur des conditions de fatigue on est capable de recruter les fibres 2, donc pourquoi on serait pas capable de travailler de la force maximale sur des conditions de fatigue qui sont extrêmes? Mais il faut bien retenir que la force, ou l'expression de la force, je sais pas le mot en français, mais c'est un skills à part entière, c'est-à-dire que une compétence, quoi. ouais, c'est une compétence à part entière, et cette capacité à développer un max de force à haute vitesse, c'est une capacité qui se travaille. Donc on est obligé en fait de se rapprocher bah, des RER 1 ou 2 et d'être vraiment sur de l'expression maximale des capacités, quoi. Ouais, pour revenir, parce on s'est un peu écarté, je pense, du sujet. Pour revenir sur, sur la méta-régression, là, sur les reps en réserve, l'hypertrophie. Donc, pour revenir là-dessus, ils ont montré qu'il y avait de meilleurs gains, ou en tout cas, il y avait une inflexion sur la courbe à partir de 2 reps en réserve. Et donc, on aurait vraiment des meilleurs gains d'hypertrophie si on allait à une rep en réserve, et encore mieux si on va à l'échec total. Maintenant, c'est pas la même chose pour la force. Ils ont trouvé que pour la force maximale, C'est subtil. voilà, la courbe elle était plutôt plate en fait. On avait des gains assez similaires qu'on aille à l'échec ou qu'on se laisse de la réserve, 3-4 reps en réserve. Donc finalement, on peut se dire, au regard des dernières données, même si évidemment, encore une fois, même si c'est une méta-régression, même si ça prend en compte plein d'études, plein de populations, plein de trucs différents, ce n'est pas une vérité absolue. Ce sera pas encore, enfin, ça n'indiquera pas les résultats qu'on va obtenir sur l'individu avec la personne avec qui on va travailler, puisque les gens avec qui on travaille, forcément, c'est pas des moyennes dans les études ou des écarts types, mais c'est un comportement potentiellement extrême, tu vois. Il y a des gens qui répondent moins, etc. Mais ouais, donc il y a cette notion
ou pour la force max, c'est pas nécessaire. Mais il me semble que dans la méta-régression, ils avaient, dans la partie discussion, en fait, les auteurs, ils donnent des arguments pour et des arguments contre aller à l'échec pour la force max. La baisse de la. Enfin, moi, en tout cas, sachant que j'aime beaucoup la relation force-vitesse, j'ai tout de suite vu. Enfin, en tout cas, à un moment donné, ils ont mentionné que si vraiment l'objectif était un gain de force, déjà, c'est vrai que sur la méta-régression, ils disent bien que au final, on pourrait même se permettre d'aller à l'échec, même sur de la force max, qui moi, au début, m'a surpris un peu. J'aurais pensé que plus on avait des répétitions en réserve, en fait, plus du coup, ça veut dire qu'on est capable de maintenir la vélocité de la barre, donc la vitesse de barre. Donc, théoriquement, les gains de force seraient plus prononcés, et au final, c'est pas vraiment le cas. Donc, qu'on soit assez proche de l'échec ou plutôt éloigné de l'échec, les gains de force soient assez similaires, quoi. Ouais, alors ça, en parlant de vitesse de barre, ça me fait penser qu'il y a pas mal d'études aussi où justement c'est un facteur qui est important là pour l'hypertrophie pour le coup. Où le fait qu'il y ait une baisse de la vitesse de la barre, donc au final la baisse de vitesse de la barre ça veut dire qu'on se rapproche de l'échec. Et enfin si la vitesse de la barre diminue malgré notre envie, notre intention de mettre le maximum de vitesse quand même, c'est synonyme en fait de l'épuisement en fait et qu'on arrive progressivement proche de l'échec parce que forcément quand tu arrives à l'échec tu n'arrives plus à remonter de ta répétition et sur la dernière répétition que tu as pu effectuer elle était vachement plus lente que les autres, donc ça c'est un facteur pour l'hypertrophie, mais du coup ce serait pas forcément pour la force max où tu as alors oui, moi je voyais ça, il y avait deux choses en fait. Il y a l'argument pour l'échec dans la force max en disant comme quoi il y a une partie de la force max qui est développée grâce à l'hypertrophie, parce que forcément si tu développes ta masse musculaire, derrière t'augmentes le force output, enfin ta production de force maximale. Maintenant évidemment la production de force maximale, il y a aussi des facteurs nerveux, etc. qui dépendent pas seulement du facteur purement musculaire. Donc il y a l'influx, il y a plein de choses, coordination intermusculaire, il y a d'autres choses. Mais il y avait l'argument contre, je crois, où justement, comme tu dis, il y a cette capacité à garder une certaine vitesse, et du coup, par rapport au RFD, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux rappeler le RFD, c'est quoi? Ouais, le taux de développement de la force, ou rate of force development. Mais juste pour revenir, en fait, pour moi, là où la méta-régression montrait que la proximité à l'échec influençait pas trop, je pense que c'est pour des compétences de force. Parce qu'au final, même la force, on peut la distinguer en mode production de force à vitesse lente et production de force à vitesse assez élevée, quoi. Donc la réitération, on est capable de développer beaucoup de force sur une vitesse élevée, mais on peut aussi développer beaucoup de force sur des vitesses lentes. Par exemple, les powerlifters, ils sont connus pour développer de la force à vitesse assez lente. Parce que quand on descend une barre, qu'on la pose et qu'on pousse, au final, c'est pas des vitesses qui sont extrêmement importantes. Et là, peut-être que la proximité à l'échec a peut-être pas énormément d'influence. Par contre, sur de la production de force à vitesse rapide, qui est le RFD, le Rate of Force Development, donc le taux de développement de la force, c'est un peu l'exponentielle de la force. Là, par contre, je pense qu'il y a vraiment une notion d'intensité et d'intention et de capacité vraiment à développer beaucoup de force dans un laps de temps hyper court. Et pour donner un exemple concret, si par exemple je décide de faire un 4x5 à 85%, bon là du coup on va dire un RPE 8, allez, enfin à 85% de RM, on va rester sur le RIR2. Ouais. Et donc du coup là probablement que je vais avoir une perte de vitesse sur la fin, sur les 2 dernières répétitions. Par contre, si au lieu de faire un 4x5 je fais un 10x2, 10x2 répétitions, là ma capacité du coup à focaliser un peu mon attention sur les 2 répétitions et exercer beaucoup de vitesse dans la barre, là ça va être représentatif. Donc là pour moi il y a quand même une nécessité d'être assez éloigné de l'échec pour justement maintenir la vitesse de déplacement de la barre et travailler une capacité de force à haute vitesse. Et je pense que du coup pour la méta-régression, l'influence de l'échec, pas grand chose pour la production de force à vitesse lente, par contre à vitesse élevée, et du coup le développement de la puissance, pour faire simple, là ça a son importance. Quand tu parlais de 10x2, le 4x5 par exemple, donc ça me rappelle cette notion de cluster. Mais ouais, justement, on pourra en parler rapidement, mais ouais, donc dans la méta-régression, il y avait, pour résumer, il y avait ces arguments pour l'échec pour la force max et contre l'échec pour la force max, mais du coup il y a plusieurs composantes. Il y a, si je vais à l'échec pour la force max, il y a une partie de ma force max qui va être développée grâce à l'hypertrophie en parallèle. Et l'argument de ne pas aller à l'échec pour la force max, c'est de toujours se laisser
de la réserve, c'est d'être capable de réitérer un bon RFD. Donc tu disais RFD, le taux de développement de la force. Pour ceux pour qui ça parle pas forcément, je pense c'est plus visuel. On mettra éventuellement la courbe, le schéma sur le montage de la courbe force-temps. C'est un peu comme si tu commences à produire, quel que soit le mouvement, tu commences à produire de la force. Et la pente de cette courbe, par exemple, je serre la main à quelqu'un, donc tant que j'ai pas commencé à serrer, je suis à 0 de force. Si je force au max, je vais atteindre un pic de force. La courbe de la pente entre le moment où j'ai commencé à forcer et le moment où je suis au max de ma force, la pente de cette courbe, c'est justement le RFD. Et donc c'est en newton par seconde, donc il y a la notion de temps qui est attachée avec, quoi. Et c'est ce qu'on pourrait, définir vulgairement par explosivité. Si par exemple on parle de RFD sur des tractions, t'as plutôt intérêt d'avoir un bon RFD sur les tractions, un bon taux de développement de la force, parce que justement tu dois être capable d'appliquer un pic de force le plus rapidement possible. Comme ça, si par exemple des gens qui veulent faire des muscle-up ou des tractions très hautes, ils doivent pouvoir appliquer une force max très rapidement pour se tirer très haut. Donc du coup, cette notion de garder toujours de la réserve pour la force max, du coup ce serait plus en mode je vais développer la composante RFD. La composante, je développe ma force max par les facteurs nerveux, par l'influx que j'envoie et ma capacité à produire une force max très rapidement. Alors que de l'autre côté, si je fais de la force max à l'échec, ce sera augmenter plutôt ma force max via l'hypertrophie. Et au final, tu vois, il y a toujours, même dans l'article, il y a oui pour, oui contre, alors qu'en réalité, je pense que c'est les deux. Et que dans une programmation de force, alors évidemment, on pourra, ça nous intéresserait d'avoir ton avis en commentaire ou de savoir ce que tu en penses. Mais je pense que ça peut, en tout cas de mon côté, je pense que ça peut être intéressant dans une programmation de force. On voudrait bien d'avoir les avis des coachs ou des powerlifters, tout ça là. Ça peut être cool d'être sur les deux versants. De pas être tout le temps, évidemment, d'aller à l'échec sur de la force max. Tu vas pas tout le temps aller là-dessus, ou d'être tout le temps sur se garder de la réserve, mais plutôt alterner entre les deux. Et justement, peut-être plutôt avoir des phases où, aussi bien la force max que l'hypertrophie d'ailleurs, des phases où on va à l'échec et où on a moins de volume, et d'autres phases où on se laisse plus loin de l'échec, on se laisse de la réserve, mais du coup on va mettre plus de séries, plus de volume. Donc voilà, je pense que sur la force max et l'hypertrophie, je pense que déjà on a couvert pas mal le sujet. Je te parlais des clusters tout à l'heure. Ouais, j'ai plein de trucs. Il y a plein de trucs à dire. Ouais, ça me fait penser à plein de trucs, mais oui, pour le cluster, en tout cas, c'est majoritairement pour le développement de la puissance. Donc, pour faire très simple, la puissance, c'est une notion qui prend en compte la force développée et une vitesse. Donc, la vitesse, ça peut être une vitesse de barre, mais ça peut être une vitesse d'une personne pendant un sprint ou peu importe. Et du coup, c'est la relation entre la force et la vitesse. Du coup, ça nous donne une composante de puissance. Et évidemment, pour être puissant, il faut non seulement développer de la force, mais aussi la développer assez rapidement. C'est aussi la notion de RFD. Et du coup, cette qualité-là demande d'être capable de mettre de la vitesse. Et pour mettre de la vitesse, il faut une nécessité d'être assez frais, ou en tout cas de ne pas être sur fatigue. Donc, on imagine bien que si on fait des dizaines de répétitions, à un moment donné, on va perdre de la vitesse, donc on va perdre de la qualité. Et l'idée du cluster, c'était de changer un petit peu la configuration d'une série pour justement maintenir la qualité et la vitesse d'une répétition. Donc, pour faire un exemple simple de cluster, au lieu de faire, on va dire, 3 séries de 6 répétitions, parce que 6, généralement, en développement de la puissance, ils aiment bien faire ça, 6 répétitions à 60% d'un RM, alors qu'on sait que sur la dernière répétition ou les 2 dernières répétitions, on va perdre en vitesse, et ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 séries de 2 répétitions, plus 2 répétitions, plus 2 répétitions. Et entre chaque petit cluster, on va mettre une micro-récupération de 10 à 15 secondes. Et cette micro-récupération-là, et ça se justifie même physiologiquement, on va resynthétiser de la PCR, etc. C'est exactement ça. Et du coup, on a une capacité à réitérer la même qualité dans les micro-séries. Et du coup, entre 3 séries de 6 répétitions ou 3 séries de 2 plus 2 plus 2, on va être capable de maintenir. Et il y avait un papier de Alex Natera, et peut-être qu'on le mettra aussi, qui parle de HVPT, qui est le High Volume Power Training. Et en gros, c'est typiquement ça. À la fin, en conclusion pratique, ils disent,
Si vous voulez vraiment être, en plus, on va dire, spécifique, j'aime pas le mot, mais pour être spécifique par rapport aux activités comme le foot, le rugby, où on a des changements de direction permanents, où au final on a une réitération de capacité de production de puissance, et ben ils se sont dit, bah, c'est plus intéressant de faire du cluster que de faire des séries traditionnelles hyper longues, quoi. Pour résumer assez longuement le cluster, quoi. Ouais, et ça j'aime bien. D'ailleurs, j'avais prévu peut-être de faire un post là-dessus, mais petit spoil. Mais j'aime beaucoup, tu sais, je mets souvent en avant le format EMOM. Ouais, Every cluster. minute on the minute. Donc c'est chaque minute sur la minute en français. Pour rappel, très rapidement, c'est simplement. Je crois que ça vient du CrossFit. Je sais même pas si ça vient du CrossFit à la base. Mais je sais qu'ils font beaucoup en CrossFit. Je connais pas Et trop ça. ouais, donc c'est juste une forme de cluster où en fait, tu lances un chrono, tu fais tes répétitions. Et dès que la minute passe, tu refais tes reps. Et à chaque minute comme ça. Donc tu lances. Hop, le chrono est lancé. Admettons, tu fais 5 tractions. À la fin de tes 5 tractions, ça fait déjà 20 secondes que le chrono est lancé. Il te reste 40 secondes jusqu'à la prochaine minute. Et à la prochaine minute, bah, tu refais 5 reps et tu fais ça fois le nombre de minutes. Donc ça, c'est les EMOM. Et en fait, dans le post que je voulais faire, en fait, je trouvais ça intéressant parce que sur les EMOM, tu vois, si on se dit, tiens, d'un point de vue hypertrophie, parce que tu peux, encore une fois, c'est une forme de cluster, les EMOM. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme une grande série qui est découpée en plein de En séries 40 avec, secondes, ouais. avec, des récup. Alors, c'est pas des micro-récup comme sur le cluster traditionnel avec 10-15 secondes à chaque fois, mais bon, Je trouve voilà. que c'est pareil. Ouais, c'est une autre Ouais. forme de cluster. Et, et donc, ce qu'on sait, c'est que pour l'hypertrophie, ce qui est important, c'est d'avoir une vitesse de barre ou une vitesse de mouvement qui diminue vachement, qu'on est proche de l'échec, etc. Donc on peut se dire, tiens, si je fais un EMOM par exemple sur 8 ou 10 minutes, les premières minutes, elles vont servir à rien, entre guillemets. Enfin, non, elles vont pas servir à rien, justement. Je vais revenir là-dessus. Mais on peut se dire, tiens, si je dois arriver proche de l'échec vraiment sur les dernières minutes, ou en tout cas les 2 dernières minutes, admettons, et la dernière soit à l'échec, ou enfin, même pas soit à l'échec, mais proche de l'échec en tout cas, ça veut dire que forcément, sur le mouvement que j'ai fait, la charge que j'aurais choisi les premières minutes, ça va être entre guillemets facile. Et donc ça va être pas, on va pas être dans les répétitions effectives pour l'hypertrophie, mais là où je trouve ça intéressant et par rapport à cette notion de puissance et tout ça, c'est qu'on peut se dire que les premières minutes vont plus servir à la puissance, au RFD par exemple, et plus on va fatiguer et avancer dans le... Supposons que c'est un EMOM pour l'hypertrophie bien sûr, parce qu'en fonction de comment on manipule les paramètres, on peut orienter vers ce qu'on veut, ça peut être de la force max aussi. Eh bien, on peut petit à petit envoyer des séries, il y a certaines séries d'EMOM qui vont être beaucoup plus efficaces pour l'hypertrophie. Et au final, si par exemple tu fais un EMOM de 10 minutes, tu peux te dire que tu as 5-6 minutes qui sont vachement bien pour le RFD, pour la puissance, et plus tu approches des dernières minutes et de l'échec, plus tu vas être bien pour l'hypertrophie. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue, parce que pendant un temps, quand j'avais commencé les EMOM, je me disais... Ouais, mais en fait, vu que c'est les reps en réserve, c'est important pour l'hypertrophie, il faudrait être tout de suite, dès la première minute, Mais tu me charges. proche de l'échec, tu vois. Sauf que si tu fais 10 minutes, 10 séries, où tu es tout le temps proche de l'échec à chaque fois, ça veut dire que tu dois diminuer ta charge à chaque fois, et tu fais un volume de fou Ouais. en étant tout le temps proche de l'échec. Donc, ouais, ma vision, elle a changé là-dessus, où en fait, non, faut accepter d'être vraiment loin de l'échec, pour le coup, sur les premières minutes d'un EMOM, et pour le coup, beaucoup plus proche sur la fin. Mais ouais, c'est moins polarisé qu'avant, dans le sens où, ouais, à partir du moment où on est proche de l'échec, je pense qu'il y a cette relation inverse entre, en tout cas pour l'hypertrophie, entre proximité de l'échec et le volume. Ouais. Si vraiment tu vas à l'échec total et que je sais pas, si, pour rester sur l'exemple des tractions, parce que j'aime bien ça, si tu n'arrives plus à faire une traction supplémentaire, donc que tu arrives à l'échec, là, il faudra pas qu'il y ait un gros volume. Par contre, si tu te laisses de la réserve, il n'y a pas de souci, tu peux augmenter, tu peux mettre plus de volume. Et par rapport au développement de la puissance, là, je repense sur le papier de Natera, mais de Alex Natera, d'ailleurs, qui est un grand fan de l'isométrie. Et Alors, on pourra en reparler. ouais, Alex, vraiment, vraiment une source de malade sur le développement de la force par l'ISO. Mais sur le papier, du coup, par rapport au cluster, il y a aussi une notion qui était intéressante, c'est traditionnellement, on a tendance à dire, ouais, bah, pour travailler la puissance, tu te mets entre 60% et 80% de ton 1RM. En fait, ils ont utilisé 60 et 80% parce que c'est généralement là où tu peux avoir des vitesses de barre assez élevées.
En revanche, quand tu fais 6 répétitions, par exemple, dans tout ce qui est traditionnel, tu vas perdre en vitesse de barre. Et en cluster, ils ont dit, bah, nous, on va redécouper les séries. Et l'avantage aussi de redécouper les séries, c'est que bah, naturellement, tu peux travailler sur des pourcentages et des charges qui sont plus importantes. Donc au lieu de travailler à 60%, 70% ou quoi, bah, tu peux peut-être travailler à 80, même 90%. Et là, les gens, classiquement, vont dire, bah, 90%, t'es sûr de la force max, t'es plus sûr de la puissance. Mais en fait, non, parce que si du coup on redécoupe les séries et qu'on a toujours des vitesses de barre qui sont rapides, on est toujours sur un développement de la puissance. Donc c'est pas vraiment binaire, et il faut se dire que le cluster c'est juste un moyen de garder de la qualité, et du coup ça nous permet aussi d'étendre le spectre et se dire bah on va travailler plus proche de la force max entre guillemets à des vitesses de barre très élevées. Et du coup c'est un espèce En jouant, de continuum. en manipulant la récupération justement Oui. pour garder une vitesse de barre élevée et limiter la fatigue. Parce que dernière chose, on pourrait se dire bah le 3 fois 6 répétitions, si on prend la vitesse de la dernière répétition, donc de la sixième, sur une série traditionnelle par exemple à 60% de 1 RM, on va dire, peut-être qu'un athlète, on peut lui mettre 80% d'un RM et il peut avoir une vitesse de barre supérieure à ce qu'il aurait fait traditionnellement. Donc en fait, faut pas se dire plus on est lourd et moins on peut être rapide, c'est faux, c'est juste une, euh, une capacité à redécouper les répétitions pour garder de la qualité, quoi. Mais d'ailleurs, donc là tu parles de puissance, mais pour le travail de RFD, parce que tu donnais les exemples de. Alors, je crois que c'était pour la puissance ou le RFD les 60%. Puissance, parce que c'était du mouvement. Oui, donc parce ouais, qu'il y a c'est cette, puissance. il y a cette différence aussi, on n'a pas parlé, mais de la différence entre RFD et la puissance. Parce que la puissance, comment dire, c'est le produit de la force et de la vitesse, du coup. Donc Mm. c'est une force optimale et une vitesse optimale. Le Ça veut temps. pas dire que c'est une force max, un pic de force et une vitesse et un pic de vitesse. C'est pas possible d'avoir les deux. Si on a la courbe force-vitesse, on la mettra. Mais du coup, la puissance max que tu peux exprimer, c'est un compromis de la force et un compromis de la vitesse. Optimal, ouais. Donc voilà, la puissance c'est force fois vitesse, alors que on l'a dit, le RFD, le taux de développement de la force, qu'on peut vulgariser par explosivité, c'est simplement la pente de la courbe force-temps, donc vraiment la vitesse à laquelle euh, on va appliquer notre force et qui va, enfin voilà, la pente de cette courbe quoi. Pour atteindre pour atteindre la force max. Mais concrètement, le RFD c'est pareil. Souvent, on se dit ouais, travail d'explosivité, il faut que ce soit léger pour que ce soit rapide. Mais si on se dit que vraiment biomécaniquement, le taux de développement de la force, c'est justement cette pente et du coup la vitesse que je vais mettre. Donc, il faut que plus j'ai un RFD élevé, moins je mets de temps à atteindre mon pic de force. Mais du coup, je peux très bien, vu que c'est la vitesse en quelque sorte à laquelle je vais appliquer ma force, je peux très bien le faire sur du léger comme sur du lourd. On est d'accord. Je peux faire du RFD Compétence. à 85-90%, tout comme je peux le faire à 40%. Ok, bah je pense qu'on a même débordé parce qu'à la base on devait parler juste de l'entraînement à l'échec sur la force max hypertrophie, mais du coup on n'a pas parlé de, et là ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, de l'entraînement à l'échec pour plutôt au sein de l'activité, donc plus sport dépendant et pas en prépa physique Directement sur ouais. des squats et compagnie quoi. Après, je vais revenir vite fait, mais si on prend par exemple, si j'ai à la charge la préparation d'un athlète dans la préparation physique, et j'en ai quelques-uns pour le coup, aller à l'échec des fois, c'est même, j'ai envie de dire, assez spécifique de la demande. Si par exemple, moi j'ai un athlète par exemple qui fait du ski sur des formats hyper courts, et à un moment donné, cette capacité-là d'aller enfin très proche de l'échec, là d'ailleurs, en tout cas sur des répétitions assez élevées où tu as aussi une composante métabolique hyper importante, un stress métabolique hyper important, bah ça, on pourrait matcher un peu ce qu'on fait à la préparation physique par rapport à l'activité et se dire, bah ok, l'échec, c'est peut-être pas le mieux du monde ou quoi pour réitérer la puissance, mais moi, mon athlète, en attendant, dans son activité, quand il monte, et bah, il a un stress métabo qui est hyper élevé, il a une composante métabolique qui perd de la vitesse. Donc, ça, tu peux dire, bah, tu peux le répliquer, et même si c'est pas optimal, en attendant, on réplique quand même une partie de la spécificité de l'activité, quoi. Après, par contre, là, je parle du versant préparation physique quand je suis directement dans l'activité, et ça, moi, c'est un point de vue personnel. Enfin, je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui font différemment. Mais je pense qu'il n'y a pas de nécessité à aller à l'échec.
d'un point de vue purement, en tout cas, de développement, on va dire, physiologique. Développement énergétique, tu veux Ouais, dire, développement sur purement. les qualités, Ouais, d'un les point de vue. seuils, enfin Je pense par contre qu'il y a il y a la notion de dose-réponse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est le principe de surcharge progressive au final, ça c'est indispensable. Si tu veux progresser, il faut surcharger, que ce soit en volume, donc en capacité, ou en intensité, donc en vitesse, si c'est de la course à pied ou peu importe. Mais il y a cette notion-là de dose-réponse, c'est-à-dire à un moment donné, il faut en faire plus que ce que tu as fait il y a un mois, sinon tu vas pas progresser et tu vas subir un plateau. Par contre, cette surcharge progressive-là, elle peut se faire avec toujours de la réserve. T'es pas obligé de te mettre minable à chaque séance pour progresser. Et c'est là où je pense qu'il y a une différence entre train hard et train smart. C'est que je pense que t'as pas besoin d'aller à l'échec dans ton activité, mais en tout cas en préparation physique, ça peut être un outil intéressant pour répliquer un peu les demandes. Donc toi, quand tu parles préparation physique dans l'activité, tu parles développement énergétique ou par exemple tu vas demander à la personne de faire des tempo runs, je sais pas, Ouais. de la zone 2, Après zone déjà, 3, est-ce zone que 4. c'est réellement différent? Oui. Non, là on pourrait aller encore plus loin parce qu'on pourrait se dire, est-ce que vraiment... Mais toi tu parles de ça quand tu parles de préparation physique. Alors que... Non, préparation physique, là je parle purement de la salle, quoi. Ok. Mm. Ok. Un point aussi qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que tu penses de l'aspect psychologique d'aller à l'échec, peut-être? Ouais, je sais pas. Moi je pense que l'échec est toujours situé, c'est-à-dire que si par exemple t'exposes ton athlète à l'échec sous une barre, est-ce que vraiment c'est la même chose qu'exposer ton athlète à l'échec dans son activité? Pour moi non, ça n'a rien à voir. L'environnement c'est pas le même, la tâche à réaliser c'est pas la même. Donc encore une fois, je pense que aller à l'échec c'est une compétence qui est spécifique à une activité ou une tâche. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment nécessaire. Après, ça veut pas dire qu'à la salle, moi, les athlètes, je les pousse pas, hein. Enfin, à chaque séance, ils ont au moins un AMRAP, hein. Donc, une Un série en AMRAP, gros portée à l'échec. as many reps as possible. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'utilise énormément, hein. Après, voilà. Puis on en parlait hier, non, ou ce matin, hier, je sais plus. On se disait. On en parle souvent. Non, mais que par exemple, ils étaient très mauvais à estimer leur RER, tu vois. Donc, ils sont très mauvais à estimer à quel point ils sont proches ou loin de l'échec. Et ça, au final, tu te dis, bah. Tu vois, tu me poses la question, qu'est-ce que je pense de l'échec, mais est-ce que réellement ils sont à l'échec en fait? Déjà, tout simplement, avant même de. Ouais, je voulais parler de ça, c'était un point, c'est pareil. Faudrait que je note des petits bullet points là pour être sûr pour être sûr qu'on n'oublie rien à chaque fois sur ce dont on voulait parler dans le podcast, parce que là, on est vraiment spontané. Mais ça me revient pour le coup. Ouais, je voulais aborder justement cette notion de rep en réserve qui peut être pas mal critiquée parce que encore une fois, il y a des études aussi qui ont montré que suivant la population évidemment étudiée, forcément, si tu es sur des débutants, les reps en réserve elles sont mal estimées. Alors que si tu es sur des personnes qui sont plus expérimentées ou qui ont pas mal d'années de pratique, qui ça fait longtemps qu'ils font des reps en réserve, l'estimation sera meilleure. Et donc voilà, je voudrais revenir sur cette notion de précision de l'estimation, vu qu'encore une fois ça reste une estimation subjective. Les reps en réserve et la proximité de l'échec, c'est-à-dire que tu peux très bien te dire ouais je suis à 2 reps en réserve, mais en réalité si le mec tu le pousses à fond, il estime qu'il allait en faire 2 de plus, mais en fait il va en faire 4 ou 5 de plus. Donc là tu vois l'effet est totalement différent, parce que si on se base sur les méta-régressions, tout ça, tu dis en fait je m'entraîne à 2 reps en réserve, mais en fait tu t'entraînes jamais à 2 reps en réserve, tu t'entraînes à 4-5, ce qui fait que tu as une marge de progression qui est énorme, parce que sur la courbe qu'on rappelle, en tout cas pour l'hypertrophie qui était non linéaire, en fait tu t'es toujours entraîné à 4-5 reps en réserve réel, alors que tu pensais que tu étais à 2. Et justement par rapport à cette précision de l'estimation, je pense que c'est une vertu de l'échec, et l'intérêt d'aller à l'échec, c'est que au moins tu as une base de référence. C'est que si tu vas jamais vraiment à l'échec, encore une fois ça va dépendre du mouvement, parce que si tu vas à l'échec sur un squat, tu n'auras pas forcément la même notion d'un échec sur un leg extension, et aussi ça va être dépendant de l'échec du nombre de reps que tu fais, parce que si tu fais un échec à 10 reps, ce sera pas le même échec à 20 reps. Donc tu vois, je pense qu'il faut expérimenter pour se connaître au maximum et avoir une notion qui soit la plus précise possible et voilà, la meilleure estimation. Et c'est pour ça que c'est important de temps en temps, encore une fois, là on parle à la salle, que ce soit hypertrophie ou force max, je pense que ça peut être bien dans une prog des fois. Tac, t'as que juste 1 ou 2 séries sur l'exo, tu vas vraiment à l'échec.
Donc certes, tu as une fatigue aiguë pour le système nerveux qui est plus importante en allant à l'échec, et c'est souvent ce qui est d'ailleurs décrié dessus. Mais vu que tu fais que 1 ou 2 séries, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça c'est bien pour améliorer son estimation. Parce qu'au final, si tu dis oui, là j'étais RPE 8, 2 reps en réserve, mais tu sais pas si t'as jamais été à l'échec sur l'exo, tu crois que tu es à 2 reps en réserve, mais ça se trouve t'aurais pu aller en chercher 3 ou 4. Du coup, pour ou contre les tests 1RM? Ça, on aura peut-être l'occasion de revenir plus longuement dans un autre podcast, mais ouais, moi j'utilise pas vraiment les tests 1RM. Les tests 1RM. Déjà parce que tu peux pas les utiliser sur tout. Non, mais parce qu'en partant du principe qu'au final, certains athlètes sont mauvais à estimer leur proximité par rapport à l'échec, bah, tu pourrais dire le seul moyen d'être quasi certain ou du moins d'avoir la bonne fourchette, bah, c'est de tester le 1RM, quoi. Ouais, mais le problème du 1RM, c'est que y a des fluctuations importantes, quoi, Ouais. en fonction de l'état de forme ou de Moi, je fatigue. le teste jamais. Hein. Voilà, moi non plus. Donc, en fait, là aussi, il y a des papiers là-dessus, mais et puis de toute façon, c'est évident si tu l'expérimentes. Moi, quand j'étais à fond, là, c'est moins le cas maintenant, mais quand j'étais à fond sur l'haltéro, tu peux faire un max sur ta barre à l'arraché ou à l'épaulé jeté un jour où tu es super frais, où tu as toutes les conditions qui sont là pour toi, dans une compète ou quoi. Et après, tu t'entraînes en pourcentage du 1RM, sauf qu'en fait, peut-être que 3 jours après, tu vas à l'entraînement. Si tu vas pas retester le 1RM, mais concrètement, si tu étais amené à retester ton 1RM, tu ferais peut-être 5-10 kilos de moins sur ta barre. Donc tu aurais une grosse fluctuation. Il y a des fluctuations, je crois, jusqu'à 20-25% dans certaines études sur le 1RM. Donc si tu te bases, tu dis par exemple, tiens, je vais faire en haltéro, je vais faire une série de 2 arrachés à 90%. En réalité, ça va peut-être être ce jour-là, ça va être 95%, voire 98 ou je sais pas, et tu vas faire qu'une rep, la deuxième tu vas l'échouer et tu vas t'acharner comme un ouf parce que tu auras raté ta barre. Enfin, voilà. Et là, pour le coup, tu vas te mettre en échec parce que en fonction des conditions dans lesquelles tu as fait ton test dans ARM, si tu l'as fait un jour où tu étais super frais, bah après, les jours où tu vas pas bien, bah tu vas te baser sur un truc qui était super high, alors que les jours d'après, ton ARM du jour il est pas. Et à l'inverse, si tu as fait ton ARM un jour où tu aurais pu mieux faire, bah tu vas sous-estimer en fait. Et ouais, ça j'ai un peu de mal avec ça sur le fait que c'est là aussi ça manque de précision. Il y a des pour et des contre à chaque fois. Bah ouais, parce qu'au final, tu dis, bah moi je donne un contenu à mon athlète. Tu lui dis bah RER2, mais est-ce qu'il est RER2 ou RER7 au final? Donc tu sais pas trop. Moi, ce que j'ai tendance à faire, et moi c'est ma stratégie, c'est des fois je donne aux athlètes une gamme montante, c'est-à-dire une augmentation progressive de la charge sur la barre avec un RER1. Donc effectivement c'est subjectif et peut-être qu'il n'est pas RER1, mais au moins je suis vraiment sur la fourchette basse parce que je me dis, bon, il y aura quand même de la charge qui est importante et il aura quand même une sollicitation qui est proche du 1RM. Et après, bah, j'estime plus ou moins et je me dis, bah là, on doit être quand même pas trop loin, en tout cas, du 1RM et je peux l'extrapoler assez facilement. Mais jamais de la vie, j'essaie d'extrapoler à partir d'un RER3 parce que là, c'est des coups à se mettre une grosse balle dans le pied. En fait, il est RER7 et du coup, il est plutôt à 75% de son max ou 80, peu importe, que à 95 ou 97, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même, et c'est pour ça qu'avoir une fourchette aussi de RER ou de répétition, c'est intéressant, c'est que comme ça, tu peux balayer un peu. Ouais. Et puis voilà. Puis après, si tu veux pousser, tu peux même regarder la vitesse de barre. Et puis maintenant, tu peux extrapoler un peu le 1RM. Parce Ouais, que si t'as le ouais, matos, ouais. bah parce qu'on sait à peu près le 1RM, je me souviens plus c'est quoi en mètres par seconde, mais en gros, on a une fourchette, donc on Ça sait va à dépendre peu des près. mouvements aussi, je crois, ouais. Ouais, Ça bah dépend. après, c'est pour le polyarticulaire Moi, classique. Mais... j'utilise pas ça, mais avec les Gymaware et d'autres Ouais, outils, les ouais. accéléros, tu peux assez bien. Mais bon, après, est-ce que tout le monde a besoin de ça? Moi, je suis pas certain. Quoi. Oui, et puis ça, après, c'est pour les vitesses de barre. Après, c'est pas applicable à tous les exercices. Donc, ouais, après, c'est une autre façon c'est le VBT, la Velocity VBT, Based ouais. Training. Ouais. On s'entraîne en fonction de la vitesse. Ok, bah, je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà dans ce podcast. Je sais pas combien de temps ça Sur l'entraînement à l'échec pour la force max, pour l'hypertrophie, au sein de l'activité. On a vu pas mal de choses. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, je pense que le podcast est terminé. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de ce format-là. Et puis bah on se retrouve dans le prochain podcast. Puis n'hésitez pas à poser vos questions, histoire qu'on ait une vision de ce qui vous intéresse. Yes.
Comme ça, on répondra aux questions dans les prochains podcasts.